Deuxième partie, conséquences possibles au quotidien, aller au-delà. A. La réaction du cerveau. 1. Le constat. Lorsque l'on débute dans la pratique de l'attention, et surtout si notre conscience émotionnelle est relativement chargée de pensées parasites qui attendent, regroupées derrière la porte, notre perception, aiguisée par l'attention, en prend soudainement conscience. En effet, au début, il n'est pas facile de gérer l'ensemble des impressions émanant de l'extérieur, le monde qui nous entoure, et de l'intérieur, notre conscience, notamment lorsque nous initions un travail personnel pour s'affranchir des problèmes émotionnels. La pratique de la respiration consciente remplace souvent avantageusement le fait d'être simplement attentif pour dissiper les pensées parasites. En effet, le support naturel de la respiration, disponible à chaque instant, mobilisant suffisamment les ressources mentales sans toutefois les accaparer, est une alternative idéale aux cibles de l'attention, trop mouvantes, pas assez délimitées. Mais parfois, une surprise de taille attend le nouveau postulant à cette technique prometteuse, qu'est la respiration consciente, un tsunami émotionnel. Pourquoi ? 2. Les deux réponses. 2.1. L'insatisfaction. Quand nous abordons de nouvelles connaissances, et surtout lorsqu'il s'agit d'une forme de défi, qui doit nous mener d'un point bas, celui où nous sommes actuellement, vers un point haut, celui que nous désirons atteindre, nous souhaitons vivement constater les progrès réalisés, mais plus encore voir s'établir l'effet cliquet, ce qui empêche le retour en arrière, lorsque l'on estime avoir franchi une certaine étape dans un apprentissage. Or, ce qui s'observe dans certaines pratiques, l'augmentation de la masse musculaire après des séances de bodybuilding, par exemple, n'apparaît pas clairement dans un travail mental, ou du moins est susceptible de régression violente car, la conscience n'est pas un muscle, et les allers-retours entre la mémoire et les émotions peuvent être fulgurants, se manifester à tout moment, d'inattention. Cette perspective provoque des périodes de mécontentement l'on est peu enclin à pratiquer. Or, c'est l'une des clés du succès, l'effort et la persévérance. À chaque fois que l'on commence à ressentir les symptômes d'une décharge émotionnelle, on pratique, juste quelques mouvements respiratoires, le temps de faire retomber les émotions à un niveau acceptable. La volonté est à la base du changement de niveau de conscience. Mais ce n'est pas tout, il faut bien comprendre comment fonctionne le cerveau. 2.2. Le cerveau entre à nouveau en scène. Une de ses fonctions est de faciliter l'existence d'une personne une fois que des comportements et des habitudes de vie ont été mémorisés. Il ne faut pas oublier que près de 90% de nos actes quotidiens sont gérés de manière inconsciente par le cerveau. Donc, lorsqu'il a repéré la conscience dominante, qui est la conscience émotionnelle dans le cas qui nous occupe, il va tout faire pour l'activer, quand il se sera rendu compte que l'on essaie de la court-circuiter par l'attention, ou des exercices réguliers de respiration consciente. C'est ce que l'on pourrait appeler la force d'inertie cérébrale. Pendant cette phase, dont l'on ne connaît pas la durée, il faut être extrêmement vigilant, ne pas céder un pouce de terrain à la conscience émotionnelle, agir presque automatiquement, signal émotionnel, respiration consciente, signal émotionnel, respiration consciente. Et un jour, plutôt un beau jour, le cerveau aura épuisé sa force d'inertie, et deviendra un allié. Il ne dépensera plus une partie de son énergie à stimuler la conscience émotionnelle. Mais il convient de demeurer vigilant. Lorsque l'on s'engage dans un travail sur la conscience par l'attention, ou la respiration consciente, des signes nous indiquent que quelque chose change dans notre perception des événements, et plus généralement notre manière d'être. C'est de cette façon que l'on s'aperçoit que le cerveau intègre notre volonté de changement. Il semble délaisser quelque peu la conscience émotionnelle qui, il y a encore peu, était reconnue comme la conscience de base, celle qui filtrait notre perception du monde. On pourrait alors être tenté de délaisser la respiration consciente, voire l'attention seule si l'on a franchi la première étape. Ce serait une erreur fondamentale. Il faut garder à l'esprit que la conscience émotionnelle est, et sera toujours présente comme une émanation de la partie la plus puissante du cerveau, après l'aire reptilienne qui assure les instincts vitaux. Les pensées parasites, messagères des émotions indésirables, peuvent se manifester à tout moment, et reprendre de la vigueur, si l'on abandonne cette vigilance salutaire.
N'oublions pas que notre société exalte les émotions. Il ne faut donc pas baisser les bras, mais profiter de l'aide du cerveau, qui désormais facilitera le recours à l'attention, et ses incomparables bienfaits. B. Quelques applications quotidiennes. 1. D'abord comprendre. 1.1. Petit rappel. Comprendre, accepter, ne pas juger. Si l'on pouvait appliquer ce principe au quotidien, quel changement dans notre existence, et celle des autres personnes qui nous accompagnent, ou nous croisent dans notre parcours. On va donc s'intéresser au premier de ces conseils, comprendre, puisqu'il semble capable d'entraîner les deux autres, notamment si l'on est attentif, ou que l'on pratique la respiration consciente, lorsque cela s'avère nécessaire. 1.2. Le verre de bière. 1, 2, 1. Curieux, mais pourquoi pas? La bière est une boisson bien connue dans le monde entier, il n'est donc pas besoin de la présenter. Par contre, on peut s'étonner de sa présence dans le thème abordé. D'abord, pour rassurer les esprits, il ne s'agit pas d'en faire la promotion, mais de comprendre simplement la source essentielle de nos difficultés dans un verre de bière. 1, 2, 2. Description du concept. Considérons 3 verres identiques comprenant chacun des quantités différentes de bière. Le verre représente un fait objectif. Le liquide ambré, la bière proprement dite, c'est la description objective du fait en relation avec la situation personnelle du sujet. Enfin, la mousse, la réaction émotionnelle de la personne à l'événement. 1, 2, 3. Exemple. 3 personnes se font voler 1000 €. Elles possèdent respectivement sur leur compte bancaire 2000, 10 000 et 100 000 €. Le verre constitue le fait objectif, le vol de 1000 €. Le liquide ambré, l'impact objectif du vol sur leur patrimoine, soit 50%, 10% et 1% de leur patrimoine bancaire. La quantité de mousse révèle la réaction émotionnelle de chacune des personnes en apprenant le vol. Complètement subjective, rien n'empêche que la personne disposant de 100 000 € développe une réaction émotionnelle plus vive que celle qui n'en détient que 2000. 1, 2, 4. Étude du cas présenté. Cet exemple nous fournit 3 enseignements. L'existence nous confronte à des problèmes objectifs auxquels nous devons faire face, c'est la base, le socle immuable. On peut décrire fidèlement ces difficultés selon notre situation personnelle, cela nous renseigne sur notre condition, qui peut évoluer avec le temps, mais ne nous apprend rien que nous ne sachions déjà. La réaction émotionnelle nous définit complètement, nous nous instruisons à son contact, elle nous enseigne en permanence, nous avons la possibilité de la changer. Disposant des effets de l'attention et de la respiration consciente, il devient possible de réduire, voire de supprimer cette réaction émotionnelle impulsive. Nous avons le choix d'obtenir un verre de bière sans, ou avec très peu de mousse. À votre santé. 2. La pratique des vertus. 2.1. Une constante. Toutes les religions et les spiritualités accordent une place essentielle à la pratique des vertus, et les adeptes de ces mouvements se doivent d'en cultiver l'usage. Non seulement la doctrine spirit ne fait pas exception à la règle, mais elle pose l'une d'entre elles en principe absolu, déclarant « Or la charité, point de salut ». Voyons comment aborder cette vertu. 2.2. Le chemin. Lorsque l'on souhaite parvenir au sommet d'une montagne, il existe souvent plusieurs voies pour y accéder. Elles diffèrent par leur accès, alpinisme ou randonnée, et le degré de difficulté. Considérant que la charité est susceptible de nous conduire au sommet de la conscience, proposons également 2 voies d'accès, 2 approches possibles pour atteindre la cime à laquelle nous aspirons. 2.3. Les voies conduisant à la charité. 2, 3, 1. La voie classique. Elle débute souvent par une introspection. Quels sont les traits dominants de mon caractère? Quelle vertu dois-je développer? La réponse conduit à s'imposer une certaine conduite au quotidien pour partir de ce que je suis, et aboutir à ce que je voudrais être. En cela, rien de répréhensible, bien au contraire. Mais, poursuivons dans cette voie, on rencontre souvent les difficultés suivantes. Imposer une vertu demande beaucoup d'énergie, en sommes-nous capables, et peut provoquer des conflits intérieurs. D'où naissent ces conflits? La vision sociétale matérialiste conditionne nos aspirations, elle privilégie l'affirmation de soi à la connaissance de soi, et dans cette perspective la charité,
n'est pas un comportement que l'on adopte spontanément. Dès lors, la conscience ordinaire s'empare de ce sujet, et cela peut se formuler ainsi. La réflexion, pourquoi serais-je charitable? Dans la société qui est la nôtre, il est préférable de penser d'abord à soi. Charité bien ordonnée commence par soi-même, affirme le proverbe. L'émotionnel, plutôt que de donner mon argent, je vais le conserver pour m'acheter tel objet dont j'ai envie, qui me procurera une certaine satisfaction, et puis, je n'ai pas de lien affectif avec cette personne, pourquoi l'aiderais-je? Est-ce viable? Y parviendrais-je? Pas facile. Faut-il abandonner? Avant cela, voyons ce que propose l'autre voie d'accès. 2, 3, 2. La voie de l'attention. L'attention étant une fonction naturelle de la conscience, on peut espérer qu'elle nous conduise naturellement à la pratique des vertus, et donc de la charité. La véritable attention met en retrait la conscience ordinaire, celle qui nous présente un maximum de raisons pour nous convaincre de renoncer aux élans vertueux. Lorsque l'attention a fait le vide intellectuel, et surtout émotionnel, notre véritable nature apparaît, celle qui se dissimule derrière l'ego, qui manifeste spontanément la compréhension et la compassion. Alors, si une aide est nécessaire et qu'on peut la prodiguer, nous le ferons. Par ailleurs, cette posture évite les écueils et les excès. La perception de notre situation personnelle, de nos capacités à agir est aiguisée par l'attention. On donne ce que l'on peut donner, sans mettre son économie en péril, au besoin en faisant des trouvailles pour mieux gérer ses dépenses, permettant d'aider davantage, mais sans forcer la destinée. Pourquoi vouloir se démunir en aidant autrui? Obligeant ainsi la famille, les proches ou la société de subvenir à nos besoins, si ce n'est sous l'impulsion de la conscience ordinaire qui espère une compensation, un retour sur investissement spirituel. 2, 3. Appréhender et réaliser la charité et les vertus. On réduit souvent la charité, et l'action qui en découle, au don matériel. Cette limitation correspond à notre mode de vie, et surtout à l'expression de la société, matérialiste, reposant sur le commerce des biens et des services. Comme pour l'iceberg, le don matériel n'est que la partie émergée de la charité, mais bien souvent, il semble le plus difficile, c'est bien la conséquence des valeurs, que la société consacre réellement, le pouvoir et l'argent. Il ne faut pas oublier l'essentiel, ce que la charité signifie véritablement, l'amour de son prochain. Dans cette perspective, la considération, l'écoute ou la simple présence attentive, surpasse largement le don matériel, car il s'adresse à la conscience, à l'âme. Il existe une expression spécifique à la transmission de la tradition dans le zen, Ishin Denshin, de mon âme à ton âme. Lorsque la charité, ou toute autre vertu, s'exprime naturellement à partir d'une conscience attentive, cela se fait Ishin Denshin, de mon âme à ton âme. C. Par-delà les vertus. 1. Les chaînes de fer et les chaînes d'or. Un sage indien disait, il faut utiliser les chaînes d'or pour se débarrasser des chaînes de fer, puis abandonner les chaînes d'or. Les chaînes de fer, ce sont les défauts, les vices, et les chaînes d'or, les vertus. On comprend facilement le premier conseil, mais la seconde recommandation nous surprend. Pourquoi renoncer aux vertus? Pourquoi abandonner les chaînes d'or? Parce que ce sont également des chaînes, et bien plus solides que celles de fer. 2. S'émanciper du principe d'action et de réaction. 2.1. Action et réaction. Le principe d'action et de réaction est bien connu en physique. Il s'agit de la troisième loi de Newton énoncée ainsi, tout corps exerçant une force sur un corps B subit, une force d'intensité égale, mais de sens opposé, exercée par le corps B. Inscrit dans une démarche spirituelle, il signifie que toute action entraîne une réaction, dont l'on devra connaître les conséquences, notamment lorsque celle-ci est déclenchée par une intention. 2.2. La conséquence des actes. Dans la doctrine spirit, le principe de l'action et de la réaction, commente celui de réincarnation, on récolte ce que l'on a semé. Si les mauvaises actions commises volontairement, les chaînes de fer, produiront des effets négatifs. À l'inverse, les bonnes actions, les chaînes d'or, élèveront la conscience. Alors, où est le problème? 2.3. Le réservoir plein d'eau sale ou d'eau propre. Lorsque l'on évoque la notion de bien et de mal, on ne peut séparer ces façons d'agir des sentiments qui les gouvernent, les émotions. Et tout naturellement,
Les émotions ramènent à la conscience émotionnelle, ce vaste réservoir indifférencié. Partie 1, B, 2.3. Or, tout réservoir rempli d'eau arabe risque de déborder, si l'on en agite le contenu, et que l'eau soit claire ou sale ne change rien. Et l'on sait, par expérience personnelle ou observation de nos semblables, que la conscience émotionnelle réagit promptement à toute stimulation. 2.4. La solution que l'on pressentait. La pensée précède les actes. Ce que nous faisons n'est que la projection dans le monde matériel de ce qui se manifeste dans la conscience. C'est donc là que le principe de l'action et de la réaction prend naissance. Son origine peut donc dépendre de la dimension émotionnelle de la conscience, ce qu'il conviendrait d'éviter. Quelle que soit la nature des émotions, positives ou négatives, nous avons vu qu'elles peuvent être bien atténuées par l'attention, ou la respiration consciente. C'est ainsi qu'il est possible d'agir naturellement, à partir du centre de l'attention, que celle-ci se manifeste spontanément, ou émane de la respiration consciente. Lorsque cette façon d'être s'installe, nous sommes délivrés des chaînes qui nous entravent, qu'elles soient de fer ou d'or, car l'attention incline à l'action juste tout en émancipant du principe de l'action et de la réaction. 3. Faut-il se priver de toutes nos émotions? 3.1. La question essentielle. Faut-il se priver de toutes nos émotions? On a bien compris que la conscience émotionnelle est dualiste, et que stimuler l'une quelconque de ses parties implique de l'exciter tout entière, mais doit-on pour autant abandonner les émotions positives, celles qui nous stimulent et que nous aimons partager avec nos proches, qui définissent le caractère de nos relations? Évidemment non. Mais alors, qu'advient-il de tout ce qui a été dit sur le sujet? Il convient simplement de redéfinir la notion d'émotion, de l'observer sous un angle différent. 3.2. Un exemple pour comprendre. La scène se passe au bord de la mer. On s'avance dans l'eau et l'on choisit de belles vagues puissantes qui vont nous porter, et nous ramener sur la plage. La satisfaction, le plaisir, la grâce du moment, c'est de vivre pleinement cette expérience par l'attention qu'on y met. On est alors bien calé dans la vague, et ne faisons qu'un avec elle. Mais il arrive parfois que, n'y prenant garde, on se retrouve le nez et la bouche plongés dans l'écume, et là, on suffoque, ce qui en soi est une expérimentation forte, mais on perd tout ou partie des sensations apportées par la vague. La vague qui nous porte, c'est l'expérience vécue pleinement avec attention, et la tête dans l'écume, le trop-plein émotionnel. 3.3. Réponse à la question. En fait, il n'y a pas de réponse à la question, car lorsque l'on agit dans la conscience ordinaire où prédomine l'émotionnel, c'est pratiquement impossible, et quand on change de niveau de conscience par l'attention, le problème ne se pose plus, car il n'existe plus. Au quotidien, lorsque l'attention se manifeste, qu'elle se substitue au plaisir émotionnel que l'on désire, alors la véritable relation avec les êtres que l'on aime s'installe réellement. Certes, de difficultés s'interposent face à ce vécu unique, la mémoire émotionnelle et les conditionnements de la société qui favorisent les comportements émotionnels. Mais ce ne sont que des excitations mentales, qu'il convient de traiter comme il se doit, attention aux respirations conscientes. Conclusion. La réforme intime, une voie spirituelle pour se transformer, c'est sa définition même. Ce texte qui lui est consacré en a-t-il respecté le sens? Pour répondre à cette question, évoquons l'esprit et la lettre. À la lettre, certainement pas, de l'expression « respecter à la lettre », respecter strictement, mais ce n'était pas le propos de cette présentation, et puis, seule une personne compétente et engagée dans la doctrine spirite aurait pu le faire. Voyons maintenant l'esprit. Entreprendre une réforme intime, même avec ardeur et détermination, suppose souvent un combat avec soi-même, du moins, avec les parties de sa conscience que l'on souhaite transformer, améliorer, bonifier. Cette lutte intérieure est vivement encouragée dans les cercles spirituels, y voyant une occasion de s'épurer. Considérant que seul le changement importait, la méthode proposée ici repose sur 3 fondements. La simplicité, tout s'appuie sur l'attention, soutenue éventuellement par la respiration consciente. L'inné, ce sont des fonctions naturelles de la conscience et du corps. L'universalité, cela s'adresse à chacun, celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas, pour reprendre les paroles du poète Louis Aragon, 1897-1982, La Rose et le Reseda.
La réforme intime devient le changement de niveau de conscience, qui s'installe naturellement par la voie de l'attention.